Bonjour à tous. Alors je vais essayer d'être bref, même si c'est assez dense comme contenu. Donc oui, moi je suis agriculteur, mais effectivement j'anime, je co-anime avec pas mal de personnes, plusieurs personnes dans la salle d'ailleurs, le réseau tunisien pour la transition agroécologique, donc il regroupe 8 associations de la société civile, des différents courants d'agroécologie, donc le bio, le semi-direct, l'agriculture environnementale, l'agroforesterie, etc. Et donc ça représente beaucoup de producteurs, mais aussi de consommateurs, de personnes. Donc dans ce RTTA, il y a vraiment, c'est ouvert à tout le monde, hein, c'est pas simplement les producteurs. Et d'ailleurs, il y a un groupe WhatsApp où il y a plus de 300, je crois 320 ou 350 personnes. Il y a des chercheurs, des enseignants, des agriculteurs, des cadres administratifs. Il y a beaucoup des directeurs d'agences agricoles en Tunisie. Je vous invite d'ailleurs à le rejoindre, hein. Vous prenez l'adresse mail, l'adresse du site web, et il y a un petit formulaire pour s'inscrire. Il y a beaucoup d'échanges passionnants, et dans ces échanges passionnants, il y a une réunion qui a été organisée il n'y a pas longtemps par l'APIA. Je crois que demain il y aura une présentation aussi sur, en fait, c'est quoi les actions concrètement. Ce séminaire est autour de Policy and Science. Alors, ça serait quoi les actions politiques à mener pour étendre l'agroécologie à grande échelle, à court terme? Donc, on a identifié une dizaine d'actions. Je vais essayer d'aller vite, mais je vais surtout me concentrer sur les deux premières. Les autres, on va les passer rapidement. Ça finit par effectivement le food system et le consommateur. Mais au début, pour nous, les prioritaires, ce qu'on a vu sur le terrain en tant qu'association, ce qui est le plus bloquant. Donc, la première action, en fait, elle est liée au fait que les décideurs politiques ou économiques, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, des fournisseurs, etc., sont tous convaincus que l'agroécologie, c'est la solution à long terme, mais ils ont tous peur qu'à court terme, en fait, ça fasse baisser les rendements et les revenus. Et donc, tout le monde se dit, c'est génial, mais personne ne fait le pas. Or, en fait, ce qui s'est passé, j'ai voulu ça symboliser par ce petit graphe, c'est qu'on est à un moment charnière. Pourquoi ? Parce que les rendements du conventionnel ont énormément baissé ces dernières années. Baissé à cause tout simplement du déstockage de la fertilité des sols, hein. L'agriculture conventionnelle, il ne faut pas l'oublier, nous a quand même préservé des famines pendant 70 ans, donc on ne va pas cracher dessus, mais au prix de tout simplement, il a évité le compte en banque. Donc en fait, c'était facile. Maintenant, les taux de matière organique en Tunisie sont à moins de 0,5%. Ils étaient à 3 ou 4% avant le début. Donc ça a bien marché, mais en fait on a une situation où, comme on disait ce matin, même le club des 100 quintaux, maintenant, hein, quand ils font 80 quintaux, ils sont contents. Et en parallèle, donc l'agroécologie, elle, sur l'initiative des agriculteurs pionniers, et j'aimerais aussi insister là-dessus, en fait, de toutes les techniques d'agroécologie, toutes ont été amenées par des agriculteurs pionniers. La science, elle vient toujours après pour améliorer, comprendre et optimiser tout ça, et en faire des politiques. Mais ce que l'on voit, c'est que maintenant, en fait, j'aimerais insister sur cet élément qui peut vous paraître un détail, mais je crois, il y a 1 ou 2 ans, il s'est passé un événement pour moi fondamental et charnière dans l'évolution de l'agroécologie. Il y a un agriculteur américain qui a battu le record du monde de rendement de maïs en agroécologie. Il a fait 288 quintaux hectares de maïs, c'est dans une région très favorable, ce n'est pas le chiffre qui compte en absolu. Ce qui compte, c'est qu'il fait mieux que les conventionnels qui font 600 unités d'azote à côté de lui. Il fait les mêmes rendements. Et donc, on voit bien que entre les pratiques d'avant, d'agroécologie, c'est-à-dire l'agriculture d'avant, et ces pratiques-là, ça n'a plus rien à voir. Bien sûr, ça réutilise certains des savoir-faire ancestraux, mais la maturité de l'agroécologie sur les dernières années a énormément évolué, énormément. L'agroécologie d'il y a 10 ans, c'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, les décideurs n'ont plus à avoir peur, parce que le conventionnel est en train de s'effondrer, l'agroécologie est en train d'exploser, même sur les rendements. Et comme on l'a dit, ça c'est juste les rendements, mais le bénéfice global sociétal, y compris la santé, les coûts environnementaux, est déjà largement au-dessus. Mais même la problématique de souveraineté alimentaire, maintenant, peut être résolue par l'agroécologie. Il n'y a plus à avoir peur. Et donc, première action pour nous, c'est de former tout simplement tous les décideurs par des petites actions courtes. Hein. On ne parle pas de formation d'un an, hein, 2 demi-journées, ça suffit. Pour qu'ils comprennent qu'il n'y a plus à avoir peur. Les techniques d'agroécologie, aujourd'hui, si on les applique, peuvent très bien devenir un système mainstream, remplacer l'agriculture conventionnelle. Évidemment, dans les pays arides, et c'est ce que j'ai voulu symboliser par les 3 petits traits verticaux, je pense que dans les pays arides, sincèrement, on est encore dans le premier trait. Dans les pays tempérés,
Parce que, à cause de l'eau et à cause de la facilité qu'offre le climat tempéré, la performance agroécologique est bien supérieure. Et le troisième petit trait, je vais vous le montrer justement, le record du monde qui est battu, ça y est, même sur les rendements purs, donc sur un critère très limitatif, hein, qui est dangereux à utiliser, mais malgré tout, même sur ce critère-là, ça y est, l'agroécologie prend le dessus. Et ça, c'est la revanche de la nature, hein. Quand on exploite la nature, elle finit par nous laisser tomber. C'est ce qu'a fait l'agriculture conventionnelle. Donc ça, c'est la première action, j'ai passé un peu de temps. La deuxième action, donc, c'est garantir la réussite éclatante de fermes agroécologiques qui sont à la fois des fermes d'expérimentation, mais des fermes qui marchent. Ce qui fait que dès qu'on visite ces fermes, la réaction de tous les agriculteurs, chercheurs, politiciens qui visitent ces fermes, ils doivent faire « Waouh! Ah oui, c'est impressionnant !» Bon. Et ça, tant qu'on n'a pas ce résultat, sous tous les étages climatiques, il n'y a pas de transition possible. Je veux dire, on l'a bien dit, il y a des intervenants qui ont dit les agriculteurs, quand c'est des experts qui viennent le raconter, ils tournent, ils repartent chez eux en voiture et les agriculteurs ils disent vraiment, allez, je ne vais pas dire on tourne si, mais voilà, c'est n'importe quoi. Et à la fin, c'est oublié. Et donc, du coup, en fait, la seule chose qui compte, c'est si son voisin ou même celui qui est à 10 km de lui, il visite sa ferme et il est impressionné. Impressionné par les récoltes, impressionné par la profitabilité, impressionné par les rendements. Et là, il va changer. Donc, élément majeur que les politiques doivent soutenir, c'est la création de ces fermes de référence. Il faut qu'on en ait dans tous les itinéraires culturaux, grandes cultures, oliveraies, maraîchage, et dans tous les étages climatiques. Quand on a suffisamment de fermes, ça y est, c'est parti, ça peut contagier très 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 vite. Tant qu'on n'a pas ces deux premières actions, voilà. Et là, il faut le soutien de la recherche pour y arriver. Hein. Donc les agriculteurs, ils ont beau innover, ils ont beau essayer d'investir, mais ils ont peu de moyens, et donc ils ont besoin du soutien de la recherche multidisciplinaire. Troisième action, donc créer un cahier des charges de l'agroécologie pour permettre les avantages financiers, investissement. Donc évidemment, il faut de l'argent. Et aujourd'hui, c'est le comble, si je pars de la Tunisie, on subventionne encore du matériel destructeur des sols. Et il est très 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 difficile d'accéder à des matériels purement agroécologiques. En Tunisie, par exemple, il n'y a pas un seul désherbeur mécanique. Essimeuse, herse-rotoétrie, pas un seul dans tout le pays. Voilà. Et en parallèle, on subventionne encore les charrues de grand labour à 50%. Donc là, évidemment, il faut changer ça. Et ce que l'on propose, très clairement, c'est de transférer, d'arrêter la subvention de tous les matériels destructeurs des sols et de transférer ça sur un taux de subvention plus élevé sur le matériel agroécologique. Il n'y a pas de fonds à trouver, puisque les fonds, on va les prendre. On vend des centaines et des centaines de grandes charrues chaque année, alors qu'on va acheter quelques matériels agroécologiques, donc ça financera sans problème. Deuxième point, c'est les avantages financiers à l'exploitation. Je ne parle plus de l'investissement, je parle de l'exploitation. Donc là, le Maroc subventionne, par exemple, dans le cadre de leur projet, ça je trouve ça fantastique, le prix d'achat du blé est un peu plus cher quand c'est en semi-direct. Et on rêve que ce soit la même chose en Tunisie. Mais en fait, je me dis même, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut faire une subvention à l'exploitation proportionnelle à la performance agroécologique. Parce que le semi-direct sur sol mort avec très peu de paille, bon, c'est mieux que le labour, mais ce n'est pas avec ça qu'on va s'en sortir. Alors le semi-direct sur couvert végétal permanent, quand on sème là, comme on voit le semoir ici dans un couvert comme ça, c'est ce qui va nous sauver. Et donc, au début, il faut subventionner ça, mais énorme. Moi, je dis 500 millim de plus, on achète le kilo de blé subventionné à 1,3 dinar, il faut l'acheter à 1,8 dinar minimum. Ça ne va rien coûter à l'État, parce qu'au début, les quantités, elles seront minimum. D'ici 2-3 ans, le temps qu'il y ait des grosses quantités et que ça coûte cher à l'État, on aura trouvé déjà le système de financement et ça sera gagné. Mais en attendant, si l'État il achète presque 2 dinars le kilo de blé sur semi-direct couvert végétal, tout le monde va essayer d'en faire. Et ça va créer une dynamique nationale. Voilà. Et puis, bien sûr, l'eau, l'agroforesterie, etc. Donc subventionner toutes les pratiques qui sont réellement écologiques dans l'exploitation. Quatrième élément, la dégradation des sols. Donc là, en fait, j'ai parlé subvention à l'investissement, subvention à l'exploitation. Ça, c'est la carotte. Mais franchement, quand on voit ce qui se passe, il faut aussi utiliser le bâton. Et quand il y a vraiment de la mauvaise pratique, il faut que l'État intervienne. Donc la dégradation des terres, ça c'est les photos prises cette année. Dès qu'il y a des grandes pluies sur des sols nus, c'est la catastrophe. On est en train de perdre nos sols. Ça devient alarmant, véritablement. Et le pire, c'est que ça arrive sur des terres louées par l'État. Alors comment un propriétaire, que ce soit l'État ou un propriétaire d'appartement, accepte que son bien soit détruit et il ne demande aucun compte au locataire?
Quand vous avez un appartement, vous le louez, si le locataire il casse la fenêtre, il doit le payer. Et vice-versa, s'il refait l'étanchéité, les fenêtres, la toiture et installe un climatiseur, vous lui déduisez de son loyer. Or, aujourd'hui, l'État loue les terres pour 3 fois rien. Et évidemment, tout le monde massacre les terres, les exploite à mort, et quand le bail arrive à la fin de 15 ou 20 ans, ils disent « Ouf, on va laisser tirer », et voilà. Et donc, les taux de matière organique s'effondrent, et ils remettent aux successeurs, eux-mêmes ou bien aux successeurs, une terre qui ne vaut plus rien. Et donc là, il y a vraiment, c'est le cas de le dire, il y a des coups de bâton qui se perdent, il faut que l'État intervienne aussi. 80% de carottes, mais peut-être 20% de bâtons. Voilà. Alors, rapidement, cela, je passerai donc. Un des gros problèmes de la régénération des sols, c'est le pâturage sauvage. Il y a des solutions techniques, hein, le mob grazing, le pâturage tournant dynamique, les banques fourragères, on en a parlé un peu. Donc il y a tout un tas de techniques qui pourraient éviter le pâturage sauvage sur les sols qui empêchent la régénération. L'État doit intervenir là-dessus parce que ça, c'est un problème qu'un agriculteur ne peut pas régler seul, vu que c'est ses voisins qui viennent. La deuxième chose, c'est le cadre réglementaire sur les semences. Donc là, ça doit absolument évoluer. Les semences paysannes aujourd'hui sont criminalisées. Elles sont interdites. Si je vends des semences à mon voisin, aujourd'hui, je peux aller en prison. Enfin, je veux dire, je peux d'abord amende, et si je persiste et signe, ça va aller très loin. Donc ça, c'est absolument pas normal. L'État doit mettre à jour le cadre réglementaire pour la liberté sur les semences paysannes. Il y a des modèles qui ont été très bien développés par l'AFSA, par exemple. Huitième action, donc faire évoluer le cadre juridique pour les filières courtes. Là aussi, on en a beaucoup parlé, on se rapproche maintenant du thème food system. Donc là aussi, le cadre juridique ne permet pas de faire les filières courtes correctement. Il doit évoluer pour favoriser et incentiver ce cadre-là. Donc ça, c'est 3 travaux sur le cadre juridique. Enfin, lancer une dynamique nationale liant agroécologie et système alimentaire avec mise à niveau pluridisciplinaire des acteurs. Donc ça, moi, c'est la grosse expérience que je retiens du Covid. Les autorités bien alignées avec la pharma-industrie, a réussi à faire à tous les peuples de la planète des trucs, si on leur avait dit 2 ans plus tôt, on va vous faire ça, tout le monde aurait dit impossible. Hein. Donc confinement, masque obligatoire dans des situations aberrantes. Enfin, on nous a fait, par peur de la santé, faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Alors la santé, c'est vraiment le driver numéro 1 de la transformation. Les ours polaires qui vont mourir du CO2, hein, ça touche personne. Mais si on a peur d'être malade, et si on a peur d'attraper le cancer, tout le monde bouge. Et donc, l'agroécologie, elle a la chance d'avoir de bout en bout, du producteur, l'agrosystème, l'écologie, jusqu'à la santé. Le plaisir de la consommation et la santé. Et ça, c'est un driver. C'est pour ça que c'est food system et sanitaire et santé. Et ça, c'est le driver le plus fort. Parce que dès qu'on touche à la maladie, tout le monde est en mode panique. Moi, je suis agriculteur bio. Tous les clients que j'ai en clients directs, je vends beaucoup à des transformateurs, etc. Mais tous les clients directs que j'ai, c'est des familles qui ont un cancer dans la famille. Ils viennent me voir, oh, on a un cancer, il faut qu'on mange bio maintenant. Voilà. Donc vous voyez, je veux dire, là, je peux vous le dire, hein, c'est des dizaines de personnes tout le temps. Donc ça, c'est le driver numéro 1. Donc l'agroécologie, c'est vraiment de la production à l'assiette, à la santé. Et ça, c'est le driver le plus fort, le plus puissant. Hein, le Covid l'a prouvé. Voilà, donc pour résumer, dernier slide et j'aurai fini. Élaborer une roadmap donc, à la fin qui soit diversifiée par type de culture et tâches climatiques et type et taille du foncier. Donc c'est important, les politiques agricoles, souvent, elles n'ont pas été variées par ces critères-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas du tout envisager une politique agricole pour un agriculteur qui fait de la grande culture en location de l'État dans un étage climatique, je ne sais pas, nord, avec un agriculteur qui a 5 hectares sur une terre détenue par 50 héritiers. Ce n'est pas du tout les mêmes politiques qui doivent être déployées. Donc ces critères doivent être variés. Et voilà. Et donc j'aimerais donc juste assister sur le fait qu'à la fin, donc eau, sol, hein, donc régénération des sols, l'eau, ce sont les deux piliers de l'agroécologie et de la transformation. J'ai pas beaucoup parlé de l'eau parce que j'ai pas le temps, mais sincèrement, dans la restauration des systèmes et pour lancer les pratiques agroécologiques, l'eau c'est le facteur le plus limitant. Le sol, on l'a déjà détruit, mais en fait, si on a de l'eau, on peut le reconstituer très rapidement. Russell Hedrick, qui a eu le record du monde de rendement, il a remonté ses taux de matière organique à 7%, et des milliers de vers de terre, la biodiversité, en quelques années. Mais eux, ils ont beaucoup de pluie.
Donc nous, on doit d'abord résoudre les problèmes de l'eau, et pas en vidant les nappes phréatiques un peu plus. Hein. On doit résoudre les problèmes de l'eau en prenant l'eau dans l'air, etc. Il y a plein de techniques qui existent aujourd'hui pour résoudre les problèmes de l'eau et remettre de la performance dans nos agrosystèmes sans vider un peu plus nos nappes phréatiques. Et si on les vide, au moins c'est pour un investissement durable de fertilité de nos sols, pas pour exporter et vendre de l'huile d'olive en Chine ou aux États-Unis, qui certes rapportent des devises, mais enfin, une fois qu'on n'aura plus d'eau, on n'aura plus rien. Voilà. Donc je finirai avec ça. Voilà, donc juste pour un petit récap, le dernier slide. Ah, dernier slide, je ne sais pas, ça ne marche plus. Si vous pouvez passer le dernier slide. Voilà, donc récap, donc des formations, nouvelles pratiques agroécologiques de pointe pour les décideurs, la preuve par l'exemple, avec l'implication de la recherche, avec les agriculteurs, des incitations financières à l'investissement